Avec Monsieur Pascal Verbenat. Venez. Sachez que cette soirée, c'est un partenariat entre la Galerie Chave et l'exposition Electron Libre. Donc pour vous faire court, je vous présente un petit peu notre exposition. On est une équipe de 11 étudiantes en management de l'art et de la culture, en Master 2, à l'IAE de Nice. Et on organise une exposition, donc là il vous reste encore une semaine si vous voulez y aller, jusqu'au 3 mars. C'est une exposition qui prend place sur 3 lieux de la ville. Donc la chapelle des Pénitents Blancs, la cour du centre culturel et la galerie bleue. C'est une exposition qui s'appelle Electron Libre, qui est sur le thème du jeu. Et en parallèle, on organise pas mal d'événements gratuits, comme ce soir, en fait, la soirée et la rencontre avec Monsieur Verbenat. Donc on tient à remercier d'être présent, et on remercie aussi beaucoup Madame Chave et Monsieur Verbenat pour avoir accepté d'organiser ça avec nous. Et voilà, en fait, on s'est dit qu'en regardant les œuvres de Monsieur Verbenat, je ne sais pas si vous avez tous eu un peu le temps de faire un tour, ce qui nous a frappé, c'est quand même les détails, énormément de détails, un jeu sous plein de façons différentes, mais je ne vais pas en dire plus. Et donc, on a eu l'idée, en voyant ces œuvres avec Madame Chave, de faire une soirée et tout simplement de pouvoir échanger avec vous à ce propos et de parler vraiment du jeu dans vos œuvres. Donc, encore merci à tous et j'aimerais bien entendre Monsieur Verbenat parce que c'est vraiment, même de ce que j'ai compris, un parcours très atypique et des réalisations qui sont très spéciales. Donc, c'est un plaisir de vous avoir ce soir et voilà, si vous voulez commencer peut-être par vous présenter et puis après on échangera à propos du jeu dans toutes les œuvres qui sont ici présentes. Eh bien, je vous remercie de votre invitation. Je remercie toutes les personnes présentes ici. C'est un honneur pour moi d'ailleurs d'être ici. Je vais sur les 82 années, donc je ne suis pas tout jeune, mais j'ai gardé les mêmes sentiments de créativité que lorsque j'avais 20 ans, avec l'expérience moins bien entendu. Je vais dire ceci, c'est que, en définitive, mon cas précis, je suis un autodidacte. Je n'ai pas choisi d'être artiste, je crois que c'est la mentalité artistique qui m'a choisi. Donc je n'ai pas fait d'efforts pour pouvoir créer, pour faire des choses, pour être curieux. Voilà, je tenais à vous dire ça et je vous remercie à nouveau de votre présence. Merci. Alors, moi j'aurais bien aimé savoir comment il a débuté ce processus, la création des œuvres. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça a été depuis tout jeune? Comment vous avez fait en fait pour créer ces œuvres qui sont un mélange de matériaux, un mélange d'atmosphère, d'ambiance, parce qu'on voit pas mal d'éléments naturels, donc je sais pas, qu'est-ce que vous avez eu qu'est-ce qui vous a lancé dans ce processus de création? Alors, oui, alors là, c'est un domaine de la créativité, la création, c'est mystérieux, et c'est en même temps, pour moi en tous les cas, les questions fondamentales, je me les ai posées, je n'ai pas la prétention d'y avoir répondu complètement. Je pense connaître un peu ces mystères en partie, mais dans mon cas précis, je crois que tout remonte à mon enfance. De toute façon, je crois que nous sommes tous victimes de notre enfance. Il est certain que
qu'un enfant qui a une enfance normale, c'est-à-dire avec des parents normaux, entre guillemets, qu'il est aimé, qu'il n'est pas solitaire, effectivement, eh bien, il aura un déroulement normal. Mais si c'est le contraire, je dirais que selon sa sensibilité et selon le milieu où il vit, il va se créer un peu des anticorps, on pourrait dire, pour pouvoir sortir de cette médiocrité de l'enfance. Parce qu'elle est faisante. Alors, moi, dans mon cas, mon enfance n'a pas été une enfance extraordinaire, mais je crois qu'à ce moment-là, le processus de création s'est fait naturellement. J'imaginais avec un beau caillou ou un morceau de papier qui avait une forme, quelque chose, et ça me permettait de faire travailler mon imaginaire. Donc dès l'enfance, en fait, vous avez commencé à créer avec des matériaux que vous trouviez dans la nature, en fait. Non, pas dans la nature, non. Mais il y a eu des événements dans ma vie, petit enfant, où, par exemple, où j'habitais à la campagne, chez une grand-mère. J'étais solitaire, bien entendu, mais en même temps, deux sœurs qui vivaient à côté de chez moi, chez ma grand-mère, elles connaissaient mon parcours, et effectivement, quand je sortais de l'école le soir, j'allais dans leur grand jardin. Elles me cachaient dans le jardin souvent des petits cadeaux, des bonbons, des petits jouets Et à ce moment-là, je finissais par trouver du papier qu'on entoure le chocolat, où dedans il y avait quelque chose. Et c'est une forme de création extraordinaire, ça lance l'imaginaire. D'accord. Voilà. Et alors, ce qui nous a aussi pas mal impressionné avec l'équipe, c'est que vous n'avez pas forcément été toujours artiste, vous avez aussi votre parcours de vie professionnelle. Oui, j'ai eu un parcours, au départ, je voulais être officier de marine, donc j'ai voyagé pendant 5 années de ma vie sur des bateaux long cours. Je suis descendu jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et ailleurs. Et là, ça a été l'école de la vie, quoi. Je me suis aperçu que la mer, c'est merveilleux. Et lorsqu'on a le mal de mer, comme on dit, c'est pas marrant. Je me souviens que les premiers mois où j'étais pilotin, effectivement, je passais mon temps dans ma couchette, parce que dès que le bateau bougeait, j'avais envie de vomir, et je me souviens que le second maître venait dans ma cabine, me cherchait et me disait « Allez petit, que tu te lèves, hein. » Bon, je m'étais habitué au mal de mer, bien entendu, mais ma vocation, elle n'était pas d'être marin. Je crois que j'avais envie de voir ce qu'il y avait au-delà de l'horizon. Et au bout d'un certain temps, j'ai très bien compris que ma vocation, c'était, je voulais être peintre en définitive. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça a démarré très jeune. Voilà. Très jeune. Voilà, donc j'ai voyagé, j'ai quitté la marine marchande pour vouloir être peintre, mais je me suis vite aperçu que c'est pas parce qu'on a un tempérament d'artiste qu'on va réussir dans la peinture, c'est plus difficile que ça. Et en même temps, voilà, il y a eu une vie un peu végétative, là, de bohème pendant des années, qui ont fait que j'ai fait mes armes. Vous êtes originaire de Marseille, c'est ça? Oui. Vous êtes toujours resté sur le sud de la France? Alors, oui, je suis vraiment... c'est pas une référence, mais je suis né, parce que le quartier du Vieux-Port a été un quartier qui a été détruit par les Allemands pendant la guerre. Tous les gens qui vivaient autour de la mairie sur le Vieux-Port ont été évacués, ils ont bombardé. Je suis né derrière la mairie de Marseille, c'est-à-dire, et qui était monsieur Bertocchio de son nom, qui a été l'ami de Picasso. D'accord.
et qui était l'ami de Picasso et qui était lithographe. Et là, effectivement, dans ce noyau de Marseille, tous les artistes un peu marginaux, les exclus, quoi, hein, qui avaient énormément de talent, dont à l'époque Louis Pons, que j'ai très bien connu, et bien d'autres, on avait tendance à aller là. Parce que là, on trouvait nos sources, quoi. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être pris un petit peu, d'être protégé, je pourrais dire le mot, par cette personne qui m'a donné le moyen de rentrer dans la vie artistique marseillaise. Voilà. Mais de notre côté du rivage. Quoi. Oui, comme vous disiez, un peu les artistes dits marginaux, voilà. Vous avez convergé, d'accord. Totalement. Et ça vous a permis de rencontrer justement un réseau d'artistes qui était semblable. Exactement. C'est-à-dire, en tant qu'autodidacte, la chance que j'ai eue, c'est de choisir mes amis artistes. Okay. J'allais dans les ateliers, parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers à l'époque. C'est pas comme maintenant. J'ai eu un artiste, quand son travail m'intéressait et qu'il était sympathique, j'avais tendance à me lier amitié avec eux. Et automatiquement, je choisissais des gens qui m'intéressaient. Disons qu'en définitive, à l'inverse de quelqu'un qui est aux Beaux-Arts, hein, que j'ai connu par la suite, des gens qui ont du talent aussi, hein, mais eux, ils ont un maître, disons. Il y a toujours une influence du maître. Donc ils ne font pas un choix au départ. Moi, je pouvais choisir exactement les gens avec qui j'allais apprendre. Dans définitive, mon travail d'artiste, par la sorte technique, je l'ai appris sur le tas. Voilà. Comme un compagnon, pas plus de moi. On faisait un tour de rencontre. Voilà. Alors moi, j'avais bien envie aussi de parler, parce que là, donc, toute la pièce, comme vous pouvez le voir, ce sont toutes des œuvres de Monsieur Verbena, mais c'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, entre cette œuvre, celle-ci et les trois qui sont à côté de vous, par exemple, c'est des façons des réalisations qui sont totalement différentes. Est-ce que vous avez une préférence pour les sculptures, par exemple, qui sont juste ici ? Quel procédé de réalisation vous avez, par exemple, pour une œuvre comme ça qui peut paraître... Parce que là, on voit la sculpture, le jeu des portes, etc. Mais des œuvres comme celle-ci, le triptyque et puis celle-là, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous les avez réalisées ? Alors, je veux dire une chose, j'exploite que des matériaux, je dirais, par exemple, là, c'est du bois, hein, c'est que du bois. Alors, c'est l'époque où parce que j'ai vécu au Sainte-Marie de la Mer en Camargue, ça a eu, la Camargue a eu pour moi une grande influence. Dans ce sens où déjà j'ai vécu une vie un peu parallèle, c'est-à-dire qu'au Sainte-Marie de la Mer, je suis aussi autodidacte en tant que musicien, par exemple. Okay. Et au Sainte-Marie, j'ai rencontré les nomades, les gitans et tout, j'ai fait de la musique avec eux. Ils ont une mentalité totalement différente de la nôtre, qui n'est pas toujours extraordinaire, surtout sur pas mal de plans, mais disons que ce déracinement m'a énormément apporté au niveau de la vision des choses. D'accord. Cette œuvre, effectivement, il y a de l'incrustation de bois, ce sont des bois d'épave, ça. C'est-à-dire que sur les Sainte-Marie de la Mer, des bateaux viennent mourir dans le sable. Bon, la plupart des gens leur mettent le feu pour se chauffer. Mais moi, ça m'a inspiré ça. Un peu la Renaissance et la réutilisation. Disons qu'à l'époque de ces bois, je découvre, voilà, ce sont des triptyques, c'est des habitables, comme je les appelle. Ça m'a permis de faire, de continuer à faire vivre ces matériaux qui sont des bois, qui ont une vie extraordinaire, parce que des gens ont construit ça. Il y a une empreinte humaine, il y a une nécessité. C'est beaucoup de choses pour qu'un créateur puisse s'y intéresser. Donc voilà ma motivation dans cette époque-là. Et bien sûr, j'ai inventé des systèmes
des systèmes pour pouvoir faire tenir tout ça. Parce qu'il n'y a pas de clou là-dedans. C'est tout agencé comme une structure d'un bateau. Un bateau, il y a les membrures, il y a la scie en bas, puis tout ça, allez, et c'est fait comme ça. Oui, toutes les portes sont comme ça en fait, on se rend compte que C'est c'est fait pas... comme ça. Ouais, ouais. Voilà, il y a le travail du regard et de la poésie aussi. Voilà. Ça, c'est un élément. Okay. Alors, après, bien sûr, vous avez ça, c'est du bois, mais là, vous avez de l'ardoise. Alors, bien sûr, pourquoi l'ardoise? Eh bien, parce qu'un jour, oui, en ayant un peu d'argent, parce que bon, ben, ouais, j'ai acheté une vieille baraque à la montagne qui était délabrée, où toutes les ardoises du toit étaient tombées. Je me souviens, celui qui enlevait les ardoises, à un moment il les jetait, je dis non, arrête, je vais les garder, mais je ne savais pas pourquoi j'allais les garder, je les ai entassés, puis 20 ans après, je les ai ressortis, et là, j'ai fait, pourquoi? Parce que le matériau, il vous choisit à un moment, c'est pas, c'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Et à ce moment-là, bon, vous rentrez dans un domaine de la créativité où la créativité, quelque part, elle vous échappe complètement. Hein, on n'est pas toujours en état de créer. Parce qu'il y a un processus qui fait que quand je fais un dessin, sur ma table de travail, il y a une feuille de papier, je travaille avec de l'encre indélébile. C'est-à-dire que lorsque j'ai posé un trait, je ne peux pas l'effacer. C'est une contrainte que je me suis donnée au départ. J'ai mis 20 ans pour pouvoir dessiner. Je n'osais pas dessiner, non pas que je ne savais pas dessiner, je n'osais pas parce que autour de moi, dans mes amis artistes, il n'y avait que des super dessinateurs. Quand je voyais ce qu'ils faisaient, j'étais complexé. Je n'osais pas faire, j'arriverais jamais à faire ce qu'ils font. Puis je me trompais, puisque bon, je pouvais, mais je n'osais pas. Le jour où j'ai osé, il me disait, putain, oh, tu es quand même pas si mauvais que ça. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Parce que là, par exemple, c'est de l'encre indélébile ici. C'est tout de l'encre indélébile. Tous les dessins, vous voyez, ça, tout ça. Alors, le processus, c'est que je ne travaille jamais sur une feuille de papier blanc. Le premier processus, c'est que je barbouille ce papier, comme ça, c'est automatique. Lorsqu'il arrive un moment où mon geste s'arrête, parce que ça me satisfait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je laisse sécher ce papier, puis le lendemain, quand le papier, je travaille chaque fois sur un dessin à la fois. Le lendemain, je reviens, je regarde ce papier, j'ai des stylos encre indélébile. À ce moment-là, j'en prends un où il y a un trait qui se crée, un trait. C'est presque de l'écriture automatique. Si ce trait engendre un deuxième trait, je continue. Il peut m'arriver qu'il y a 3 traits, puis ça s'arrête. À ce moment-là, j'arrête, je reviens 1 heure après, 2 heures après, et là, peut-être, ça se déclenche. À ce moment-là, à partir d'une écriture automatique, il y a un processus intellectuel qui se met en route, qui fait que je concrétise ces traits au départ. Il y a un deuxième élément important, souvent, en continuant, on fait un trait supplémentaire qui fait qu'il ne satisfait pas, et on ne peut pas l'effacer. À ce moment-là, on arrête, et on se dit comment je vais résoudre le problème de ce trait. On revient, et là, à ce moment-là, eh bien, on peut peut-être le reprendre. Et là, c'est intéressant, parce que ce sont des accidents qui t'ouvrent des horizons et des formes que tu n'aurais peut-être pas initialement, en fait. Donc, j'explique ça pour montrer que tout ce travail-là, c'est pas un truc, c'est pas comme ça. Oui. Ça se fait avec un processus, avec un raisonnement et avec une logique. Voilà. Oui. Avec une logique, un raisonnement, mais c'est assez impressionnant la façon automatique que ça va se faire. Je dirais même un rituel. C'est un rituel de savoir attendre, de ne pas se presser, et voilà.
Et par exemple, la créature qui est ici, est-ce que vous diriez que, parce qu'on voit quand même pas mal, alors là je me cache un peu peut-être, mais sur cette œuvre-ci et sur celle-ci surtout, alors moi je dis des créatures parce que c'est le mot qui me vient, parce que c'est un peu des hybrides, parfois on a l'impression de voir un singe, de voir des animaux ailés, etc. Ça, vous diriez que ça a été inspiré aussi par votre lien avec la mer, avec tout ce Alors, là, on a parlé des ardoises, la provenance. Oui. Pourquoi? Oui. C'est important, oui. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, spontanément. Ça a mis 20 ans pour que ça se déclenche, l'ardoise. D'accord. Là, par exemple, l'œuvre qu'il y a là-bas, elle est entièrement faite en ardoise. C'est le boulot délirant, quoi. Parce que l'ardoise, quand vous la travaillez comme ça, elle est fragile, elle peut se casser. Ouais. Et lorsque j'ai passé 2 jours, 3 jours sur un petit morceau d'ardoise, quand à un moment donné à le perdre, ben, il faut avoir la patience pour recommencer. Bon, l'ardoise, c'est ça. Mais par contre, ça, ce qui est à l'intérieur de celui-là, de celui-ci, c'est de la pierre ponce. Ça. Ça. Alors ceci, c'est de la pierre ponce. Ça, c'est de la pierre de mer. D'accord, ok. Alors pourquoi la pierre ponce? Parce que là, c'est pareil. Un jour, en ayant me baladé au pied de l'Aina, je me suis trouvé devant la pierre ponce, des petits morceaux de pierre ponce. Et il y a des gens là-bas qui récupèrent ça, font de la broie, de pierre ponce, et on fait des cosmétiques avec ça, etc. Donc, il y avait un bonhomme qui faisait des petites sculptures dans la pierre ponce avec un opinel. Et ça m'a intéressé. Et effectivement, un processus est fait, mais il n'y a pas de gros bloc de pierre ponce. Donc j'ai reconstitué, c'est-à-dire qu'à partir du bonhomme que j'ai rencontré, je lui ai demandé de m'envoyer 200 kilos de pierre ponce à Marseille, chose qu'il a faite avec plaisir. Et il m'a envoyé cette pierre ponce, et une fois que j'ai eu cette pierre ponce, je me suis dit que j'aimerais la reconstituer. Il a fallu que je rencontre des vulcanologues qui me disent comment, etc. C'était très compliqué, mais j'ai fini avec la patience à reconstituer de la pierre ponce et d'en faire. J'ai fait tout un travail sur la pierre ponce. Je ne vais pas vous raconter toutes les mécaniques. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ça requiert beaucoup de patience parce que, en général, pour toutes les œuvres qu'on voit ici, le processus de création, il a duré combien de temps? Il n'y a peut-être pas de moyenne, hein, peut-être que ça dépend, chaque œuvre a pris plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs... Là, on parle sur des œuvres... très détaillé. Sur des œuvres, parce que là, par exemple, une œuvre comme ça, il y a cette partie dessinée, mais tout ça, c'est incrusté à l'intérieur, ça. C'est creusé, il y a un travail de sculpteur là. Ouais. On ne peut pas s'improviser. Il faut avoir des outils bien aiguisés. Il faut apprendre déjà à savoir aiguiser ces outils, c'est déjà un gros travail. Hein. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à travailler le bois. D'accord, ok. Oui, donc c'est surtout l'inspiration aussi au départ par la matière et les matériaux qui ont été récupérés, le sens qu'ils ont. Et ensuite, la nouvelle vie que vous leur donnez quelque part. Voilà, c'est ça. Et surtout, c'est de faire vivre. C'est une chose qui est... ça remet en question la beauté. Ouais. Mon travail, je le disais, il n'est pas innocent. Hein, c'est pas naïf. C'est le processus de la beauté. Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est en définitive? On peut se donner un critère, hein, de dire ça c'est beau, ça c'est aimé. La beauté, elle est multiple dans ce sens où elle n'est pas une, c'est comme la vérité, il n'y a pas la vérité, il y a des vérités. Ça dépend où vous vivez, et ce que vous vivez, à ce moment-là, vous avez une vérité différente. Et là, c'est la même chose. On en est à ça, et je crois que c'est bien que ce soit comme ça. Voilà. Quelque chose qui m'interpelle également, je ne sais pas si les personnes qui ont pu faire un petit tour,
ont remarqué qu'il y a énormément de portes. Moi, ça m'a beaucoup intrigué, ces portes, ces tiroirs. Alors finalement, ça fait écho, maintenant je me dis, avec la découverte, l'imaginaire, avec ce jeu, en fait, finalement, c'est pour ça aussi que nous, ça nous a... Là, on voit qu'il y a... C'est du tissu, si je ne me trompe pas, qui referme les portes, contrairement aux autres endroits où c'est de l'ardoise ou du bois qui referme. Donc là, on va se lever tout à l'heure. Mais encore une petite porte, là, il y en a pas mal. Oui. Qu'est-ce que c'est toujours cette découverte, le fait de... Alors là, vous avez un élément important dans cette œuvre qui va résumer ce que je voudrais raconter. Cette œuvre, je l'ai faite en revenant d'Agrigenta, en Sicile, quand je suis allé chercher la pierre ponce. D'accord. Vous avez ici, à l'intérieur de la pierre ponce, je l'ai sublimée. C'était du sable, d'accord. Ouais, je vais sublimer la pierre ponce. Et là, vous avez de la voile, de vrais voiliers d'antan. C'est-à-dire, avant, les voiles, aujourd'hui, elles sont plus comme ça. Et là, vous avez un travail de ce qu'on appelle de matelotage. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vous apprend quand vous allez à l'école maritime, on vous apprend à coudre les voiles. Voilà, chose que j'ai faite dans ma jeunesse et je l'ai rapportée là. La voile, elle est symbole, c'est moi, elle est symbole de voyage. Donc elle est là. Donc vous voyez ça, on appelle ça un œil de pie. Ça sert à diminuer les voiles pour pas que la voile prenne beaucoup de vent. On fait passer un cordage là-dedans et on diminue la surface de la voile. Il y a un appel au voyage dans cette heure. Hein. Voilà, en ouvrant, vous arrivez à ça derrière. Et de chaque côté. En même temps, vous pouvez faire ce geste vous-même. Un peu comme si vous partez en voyage vous-même. Je crée quelque chose de poétique, mais bon, c'est moi-même qui le fais. Là, c'est pareil. Oui, là aussi, c'est une... Et après... Vous voyez, vous faites ça, bon, il y a le symbole. Et ici, vous avez un tiroir. Un tiroir, c'est un peu ma part de générosité. Il est vide, celui-là. C'est-à-dire que celui qui va acquérir ça, va pouvoir y mettre dedans une mèche de cheveux, une pierre, une bague, quelque chose qui appartient à quelqu'un que vous aimez. Voilà, ça c'est la partie, elle est là. Je ne fais pas dans toutes les pièces, mais dans celui-là, là. Et ici, vous avez un autre tiroir qui est comme un reliquaire. Où à l'intérieur, vous avez plusieurs pierres. Vous avez ça, ce sont des œils de Sainte-Lucie. Ah oui, c'est un d'accord. coquillage qui a le symbole, la faculté de vous porter le bonheur, etc. Vous pourrez également après... Voilà le processus, si vous voulez. Et vous voyez, voilà, vous créez vous-même. Voilà. Et si vous ne voulez plus le voir, vous fermez. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis assez impressionnée par tous les détails. Alors, forcément, en organisant l'événement, on avait beaucoup d'informations déjà sur Madame Chan nous avait un peu expliqué, lié au parfum. Mais finalement, c'est assez fou de voir, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup de tout ce qui est réutilisation, etc. Mais là, de voir comment, en fait, le matériau, ça a été votre base de création, de voir qu'il y a ce côté très réfléchi, où il y a beaucoup de patience, mais également le côté très automatique, finalement, une fois que vous êtes lancé ce processus créatif, c'est assez particulier quand même, c'est assez impressionnant. Et puis, moi je vois du jeu partout maintenant. De toute façon, je le voyais déjà, mais de fait d'avoir les explications de ces rencontres, et toujours de partir du matériel, du matériau qui sont très divers ici. Moi, je trouve que c'est très riche et cette soirée, on la voulait, une vraie discussion entre nous. Et finalement, si vous avez aussi des questions que vous voulez poser à Monsieur Verbena, n'hésitez pas. On voulait un petit peu ce format d'échange entre nous. Mais la parole est à vous si vous avez des questions. Après, bien sûr, vous pourrez vous rapprocher, faire tout un tour. Mais si là, maintenant, il y a des idées des petits questionnements qui viennent en tête. Un air nouveau, de me sentir libre. Je suis parti de Marseille à pied, je suis allé jusqu'à Finistère, 2 mois et demi de marche à pied sur les chemins de Compostelle. Donc j'ai fait ça entièrement, et pendant tout ce temps-là, j'ai eu le temps en marchant de réfléchir, comme on dit. Et effectivement,
la forme du rétable, la forme religieuse m'a inspiré, il m'inspire encore. Voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Puis là maintenant on va avoir un temps d'échange, on a un petit pot juste à côté et puis on vous encourage à faire le tour, à vous rapprocher. Et Pascal qui s'est déplacé de Marseille pour voilà. Et qui est à votre disposition, je pense, maintenant pour questions. Voilà. Merci à tous.